Bonjour tout le monde. Il y a 2 ans, j'étais en Algérie, puis j'ai parlé à un monsieur qui avait perdu son fils. En fait, son fils avait tenté de traverser en Espagne avec des amis. Et puis l'embarcation a chaviré pas très loin des côtes espagnoles. Ils y étaient presque, les gars. Et ce qui s'est passé, c'est que une partie ont réussi à nager jusqu'à la côte, d'autres sont noyés. Pour certains, les Espagnols ont trouvé les corps. Pour d'autres, ils n'ont jamais rien trouvé. Alors, le monsieur à qui je parlais faisait partie de ces gens dont on n'avait pas... Le fils faisait partie des gens dont on n'avait pas trouvé le corps. Alors, quand je lui parlais, le monsieur était... Vous savez, il était détruit de l'intérieur quelque part. Il avait du mal à vivre cette situation, mais en même temps, il gardait un espoir terrifiant. Vous savez, il a été en Espagne, il a parlé aux gens qui étaient avec son fils, les rescapés. Il a parlé à la police, il a parlé aux secouristes qui étaient cette nuit-là sur place. Et en fait, il gardait un espoir. Ça signifie qu'il me disait qu'il était sûr que son fils était vivant quelque part et que son fils avait peut-être... Il se montait des scénarios, c'est-à-dire que pour lui, son fils avait réussi peut-être à rejoindre la côte et peut-être qu'il est quelque part en train de refaire sa vie, qu'il ne veut pas donner signe de vie parce qu'il a peur qu'on puisse le traquer ou le localiser ou autre. Vous savez, il cherchait en fait à rationaliser ce sentiment qu'il avait, ce sentiment que connaissent les gens qui perdent quelqu'un mais qui n'ont pas le corps. Vous savez, ça peut arriver dans des... J'ai vécu ça moi-même, ça peut arriver dans des accidents, ça peut arriver dans des incendies, dans diverses raisons font que tu te sépares de quelqu'un vivant, et puis un jour tu apprends qu'il est mort, mais tu n'as pas la possibilité de voir le corps. Donc à ce moment-là, ça rentre pas vraiment dans ta tête. Et ça m'avait beaucoup touché. Je veux dire, comment dirais-je, au-delà de l'histoire de l'immigration. Je ne suis pas en train de vous parler d'immigration et de trucs comme ça aujourd'hui, je suis en train de parler vraiment au niveau humain. Au niveau humain, j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de voir des gens aller se noyer, des parents souffrir. Donc, comme je fais des vidéos en arabe, j'avais décidé en fait d'abord de faire une série de vidéos sur le thème, pour essayer de dire aux gens de ne pas partir quelque part, et puis aussi... Comme je connais des gens qui sont dans l'enseignement, je me disais pourquoi pas essayer de préparer une présentation, aller dans les écoles. Vous savez, c'est pas très dans la culture en Algérie de faire ces choses-là, mais je me suis dit, je pourrais peut-être essayer de faire de la prévention, fabriquer une sorte de présentation, aller la partager dans les écoles, ou apprendre à des gens comment la partager, ou aux gens qui ont des questions et tout ça. Et puis, j'ai commencé par faire une première vidéo, et puis le thème de ma vidéo, c'était que ça ne servait à rien de partir, parce que de toute manière, vos chances d'insertion ou de régularisation en Europe sont exactement de zéro. Ça signifiait que, je l'aurais dit dans ma vidéo, regardez, c'est pas... Même si vous faites la traversée, à supposer que vous arriviez vivant, vous aurez quand même du mal à régulariser votre situation à partir de zéro. Parce que vous arrivez, vous êtes nu, mouillé, et vous n'avez pas un seul papier sur vous. Ne pensez pas que les Européens vont vous donner une carte de séjour et puis vous laisser vivre sur leur continent. Voilà, j'ai commencé comme ça. Ce qui se passe, c'est que ma vidéo a été un peu vue, et pratiquement dans les 4 heures, la même journée en tout cas, la même journée, arrive un gars qui fait une vidéo et qui parle de sa propre expérience. Il dit grosso modo, regardez le côté responsable de l'intervention quand même, mais je salue son sens de la vérité, mais malgré tout j'ai trouvé son intervention irresponsable et je continue à la trouver irresponsable. Il a parlé de son expérience personnelle. Il a dit que grosso modo je racontais des conneries. C'est-à-dire que lui a traversé la Méditerranée en barque, il est arrivé en Europe.
et il a été régularisé. Et il montrait ses papiers dans la vidéo. Donc voilà, ce qui fait que finalement, toute mon énergie de lutter contre ce phénomène a été arrêtée net. Ça signifiait que j'ai contacté le gars, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec des gens qui le connaissaient, et en fait, il racontait pas de bobards. C'était vrai. Ce qu'il avait fait était vrai. Ça signifiait qu'il a traversé en barque et il a été régularisé, et puis relativement facilement. Ce qui fait qu'en fait, il faut savoir que cette façon de régulariser des gens qui arrivent par ces moyens-là, constitue, si vous voulez, une invitation aux autres de prendre le risque et puis de tenter eux aussi. Alors, en termes d'immigration, ça attire qui? Ça attire le plus souvent des gens qui ne sont pas extrêmement, comment dire, qui ne sont pas extrêmement présentables au point de vue administratif. Ça signifie que il y a plusieurs moyens d'immigrer dans nos sociétés. On connaît ce phénomène, plein de gens rêvent de partir. Et la façon royale de partir, si vous voulez, ce sont ceux qui partent depuis leur pays d'origine, partent avec un visa d'immigration. Ça, c'est la voie royale. Mais elle est très difficile. Accessible, mais extrêmement difficile. Et puis, elle concerne une minorité de gens. L'autre voie, qui est qu'on considère un petit peu une voie de désespérados, mais qui marche aussi, c'est de faire un visa touristique, partir, ne jamais revenir. Très difficile, parce qu'une fois que le visa touristique expire, à cet instant-là, tu deviens ce qu'on appelle un sans-papier. Alors bon, en France, tu as pratiquement plus de droits qu'un local, apparemment. Mais malgré tout, ça reste très difficile, parce qu'il y a des gens qui ont passé 10, 15 ans dans ces statuts-là, qui ont fini par être rapatriés. Et donc, qui va risquer sa vie, sachant qu'un visa touristique est relativement facile à obtenir pour une personne normale, pour une personne, on va dire, normalement constituée, qui a, on va dire, un travail, quelques fiches de salaire et tout ça, il n'est pas très difficile d'obtenir un visa touristique. De plus, comme aujourd'hui, il y a Schengen, il suffit qu'un des pays de Schengen, de l'espace Schengen te donne le visa, et il y en a plein. Alors bon, il y avait une époque, je me souviens, je suis presque en train de faire un hors sujet, mais très rapidement, il y avait la France qui était un des pays les plus faciles qui donnait des visas. En fait, ils ne les donnaient pas, ils les vendaient. Ils avaient le sens du... je ne sais pas si je vous en avais parlé. Il y a les ambassades françaises, alors les ambassades françaises ont englouti des millions en vendant des visas authentiques vendus par les ambassades de France. Et ils avaient des intermédiaires partout. Tu donnes le passeport, tu donnes le cash, ni dossier ni rien. Et le passeport sort de l'ambassade de France, sort du consulat de France, avec un visa authentique dessus, et le visa vérifiable. Des gens ont voyagé avec par avion, ils arrivent à l'aéroport, et il est passé par toutes les vérifications, et voilà. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que les gens ça n'existe plus maintenant, ça, mais ils ont fait ça pratiquement au vu et au su de tout le monde pendant une période, allez, je vais pas vous raconter de conneries, mais pendant une période de 5 à 10 ans, grosso modo, c'était connu, c'était que l'ambassade de France les ambassades de France vendent les visas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui voyagent par cette méthode, qui décident de partir dans des barques, justement, ce sont des personnes qui n'ont pas pu rentrer dans les catégories précédentes dont je viens de parler. Et donc, en général, ce sont des gens sans expérience professionnelle, ce sont des gens sans études, sans aucune possibilité. Parce que même un universitaire, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? S'il a vraiment envie de partir à tout prix, il n'a qu'à vouloir continuer ses études à l'étranger, puis il part, il revient jamais, vous comprenez? Mais quelqu'un qui est obligé de partir dans une barque, c'est quelqu'un qui, en général, même dans sa société d'origine, n'est pas intégré. Alors, ses chances d'être intégré dans la société d'accueil sont voisines de zéro. Mais j'ai trouvé quand même irresponsable de la part des Occidentaux cette façon de leurrer ces gens en donnant, ne serait-ce qu'à une partie d'entre eux, des documents en bonne et due forme, parce qu'après, la nouvelle circule, et voilà, quoi. Donc, il y aura encore des gens qui vont se noyer. Ouais. C'est triste. Je voulais dire autre chose. Et puis je vois que je l'ai oublié.
Et oui, c'est fini l'époque où j'ouvrais les grenades avec les dents, hein. Vous savez, c'est là, 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 j'étais un ennemi. Je vois que je n'ai plus la mémoire que j'avais avant. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je pense que je vais arrêter cette vidéo. Là, je me donne 10 secondes si je retrouve le fil de mes idées, sinon j'arrête cette vidéo ici. Oui, ce que je cherchais à vous dire, c'est que si vous regardez, quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup un certain nombre d'auteurs. J'ai lu, entre autres, un livre d'Alain Bombard et un autre de Thor Heyerdahl. Ces gens, en tant commun qu'ils sont laissés, ils ont été dans l'eau, ils ont été... Thor Heyerdahl a été avec une petite équipe de quelques personnes sur un radeau en bambou. D'accord. Il a traversé un océan sur un radeau en bambou. Il est resté une centaine de jours au large. Il a traversé je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Et Alain Bombard, lui, ce qu'il a fait, lui, son truc, c'était se mettre sur un Zodiac, sans moteur, sans rien, sans bouffe, sans rien, zéro, juste le Zodiac. Et puis, il se laissait aller au fil de l'eau. Et une fois, il a fait plusieurs expériences. Et puis une fois, il y a l'une d'elles qui devait durer, je crois, un mois. Puis elle a duré 2 mois ou 2 mois et demi. Donc pratiquement, il a passé 2 mois et demi en solitaire sur un Zodiac. Ce que je cherche à dire, c'est que ces gens-là ne se sont pas noyés, ils ne sont pas morts. Je vais dire, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre du point de vue technique. Quelqu'un qui arrive à fuir, qui veut partir, avec l'information qui est disponible aujourd'hui, avec les moyens disponibles aujourd'hui, j'arrive pas à croire qu'ils puissent pas partir de l'Afrique du Nord jusqu'en Italie sans se noyer, quoi, sans noyer la moitié des gens. Je veux dire, de l'Afrique du Nord, tu pourrais partir à New York, ça aurait de la gueule, tu vois ce que je veux dire? Là, ils arrivent de l'autre côté, la moitié sont noyés, sont morts, ils ont jeté des corps par-dessus bord et tout ça. Et j'ai failli, vous savez, quand j'ai vu que les Européens attiraient ces gens avec des papiers, j'ai failli, et puis que mes vidéos de leur dire ne partez pas ont échoué. Vous savez ce que j'ai failli faire? Je vais vous le dire. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai arrêté. J'ai failli faire un site internet pour leur expliquer comment traverser dans de bonnes conditions de sécurité. Ça signifie, j'ai failli faire un site internet pour leur montrer des cartes, des distances, leur apprendre comment lire une carte météo, comment lire une carte de navigation, comment gérer un cap, comment prévoir une traversée, comment charger un bateau sans se noyer. J'ai failli le faire. Bon, voilà, quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Ça aurait peut-être sauvé des vies, je ne sais pas. Mais je ne voulais pas rendre glamour le fait que c'est facile de traverser, vous savez. Je ne voulais pas non plus aller dans l'incitation à le faire. Je ne sais pas, j'étais perdu par rapport à ça. J'étais perdu. Voilà, à bientôt.